Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler livre coup de cœur. Alors j'ai voulu changer un petit peu dans cette nouvelle vidéo. Je suis arrivé assez récemment donc sur YouTube depuis 5-6 mois je crois à peu près. Et je sais que la tradition entre guillemets veut qu'en fin d'année on parle de ses meilleures lectures de l'année, et je me suis dit, comme je suis arrivé qu'au mois de mai, j'ai pas pu vous parler de mes meilleures lectures de l'an passé. Alors je peux le faire parce que les années d'avant je ne listais pas vraiment, je sais que maintenant je tiens un carnet et je marque toutes mes lectures, celles que j'ai vraiment aimées, celles que j'ai pas aimées et tout ça. Et j'avais vraiment envie de vous parler de mes meilleures lectures de 2020, et je me suis dit ça peut peut-être vous donner des envies, des idées. Et en même temps, vous verrez à quel point je suis, j'ai pas de genre particulier et que je suis surpris en fait. Je vais pas prendre un livre en me disant ça c'est sûr, ça va me botter de ouf. Si seulement ce serait bien, on lirait que des livres qu'on kiffe. Donc il y a vraiment de tout. Et ce que je remarque, c'est souvent sur des, pas sur tout, mais sur la liste que je vous ai préparée, il y a des livres en fait où je sors de ma zone de confort, et c'est là où tu te prends une bonne claque dans ta tête. Donc on y va tout de suite. Donc je n'ai pas pris les livres avec moi parce qu'il faut que je retourne à la bibliothèque, ça va me saouler. Donc j'ai passé une demi-heure à chercher 5 bouquins parce que j'en ai partout, enfin c'est le bordel. Donc j'ai juste pris une petite anti-sèche que je vais mettre devant moi, et puis je vous mettrai des inserts au fur et à mesure, là ou là, je sais pas. Je vous mettrai des inserts. Donc j'ai repris dans l'ordre chronologique de 2020. Donc la première lecture dont je vais vous parler, c'est La petite danseuse de 14 ans de Camille Laurens. Alors pour recentrer un peu le truc, j'en ai jamais je crois parlé sur la chaîne. Il y a 2 ans j'ai fait une formation avec le CPF, vous savez, le compte professionnel de formation. On cotise vis-à-vis de notre travail, on peut demander une formation sans forcément devoir démissionner de son boulot. Enfin c'est compliqué, je ne vais pas rentrer dans des termes administratifs, on s'en fiche un peu. Et du coup j'ai suivi des cours, et dans ces cours-là, il y avait aussi des cours un peu de... On avait une formatrice qui abordait tout ce qui était, entre guillemets, je vais dire, l'histoire de l'art, l'art en général. Et elle-même, cette formatrice-là, avait été libraire et elle tenait ce rayon-là. Donc du coup, suite à ça, elle nous a donné des conseils de lecture que j'ai suivis, pas sur tout, mais surtout sur celui-là, parce qu'elle avait vraiment, vraiment aimé. Donc le fameux La petite danseuse de 14 ans. Et comme à ce moment-là, pendant ces cours-là, on suivait à côté de ça un petit peu une introduction à l'histoire de l'art ou à l'art en général, je me suis dit je vais tenter. Et ben j'ai bien fait, parce que franchement ça a été une super lecture, je m'y attendais absolument pas. Donc pour resituer un peu le contexte, Camille Laurens, elle va... Laurence ou Laurens d'ailleurs, Laurence, Camille Laurens je pense. Elle va reprendre, vous savez, tout le monde connaît la fameuse œuvre d'art de La petite danseuse de Degas, que tout le monde connaît, même moi je connais sans savoir le nom du créateur ou qu'auquel on l'a tous aperçu tôt ou tard quelque part. Et du coup, elle va revenir sur ça, et en fait elle va se poser la question suivante: en dehors de l'œuvre d'art, c'était qui le modèle? Cette petite fille-là, qui était-elle? Donc elle va remonter du coup dans les années 1800, si je vous dis pas de bêtises, que la lecture date un petit peu, donc c'est vrai que j'ai pas regardé avant. Et du coup, elle va nous resituer un peu le contexte de l'époque. Donc on va revenir sur Paris. Elle va s'intéresser du coup à Degas. Elle va s'intéresser également à la petite fille. Elle va mener des recherches. C'est vrai qu'elle va donner beaucoup d'elle-même pour essayer de retrouver cette petite fille. Parce que c'est vrai qu'au-delà de l'œuvre d'art, moi-même, quand j'ai vu l'œuvre d'art, jamais je me suis posé la question de savoir qui était le modèle. En fait, je vois une œuvre d'art, je dis ouais, c'est vrai que c'est joli, sans me dire, mais c'est vrai qu'il y a une vie derrière. Hein. Là, c'est pas juste un modèle, il y a une vie. Donc du coup, on va revenir là-dessus. Donc on va aborder tout ce qui est petit rat d'opéra. On va revenir sur l'histoire à l'époque, de ce qui se passait. Alors j'ai trouvé que c'était assez noir. On revient même sur certains trucs par rapport aux déductions que se faisaient tout ce qui était les policiers à l'époque par rapport aux criminels et tout, qui était très intéressant. Bon, je dis pas qu'elle en fait 50 pages, que le livre est assez petit. Hein. Mais ouais, j'ai trouvé ça super intéressant. Et on va assister donc à la misère de l'époque, à ce qui se faisait, qui était vraiment pas jobard, mais qu'à l'époque on fermait les yeux là-dessus, donc tout ce qui était pauvreté. Et du coup, je trouve que suite à ça, l'œuvre d'art, moi je la vois plus du tout du même œil. Et vous verrez que si vous appréciez cette œuvre d'art, ou qu'elle vous interpelle,
Lisez ce livre-là et vous verrez au final que ça prend une dimension complètement différente et j'ai trouvé ça mais super intéressant. C'était très poignant, je trouve que Camille Laurence, elle s'est vraiment investie. Et j'avais un peu peur au début parce que quand elle aborde la dernière partie de son livre, elle parle d'elle et je me suis dit, ah, ça va être un peu égocentré, ça va être spécial et tout. Et au final, pas du tout. C'était vraiment super intéressant, j'ai passé un super moment avec ce livre. Et je pense que si vous êtes intéressé un minimum à l'histoire, alors moi à la base je suis pas du tout à fond dans tout ce qui est histoire de l'art et tout ça, mais là franchement, et je suis vraiment content que cette formatrice elle en ait plus ou moins parlé parce que je pense que je me serais jamais penché sur ce livre là. Et ouais, c'était vraiment une très très bonne lecture, franchement vraiment intéressante, on aborde plein de sujets et c'était vraiment passionnant, même sur le Degord on va aborder tout ce qui est sa façon de travailler parce qu'à un moment il va être accusé de certaines choses, je donne pas de détails, mais comme il va modeler des œuvres à partir de petites filles et tout, il y a toujours eu des suspicions à ce niveau-là et tout ça, mais il y a même un scandale qui à l'époque a tourné autour de cette œuvre d'art que moi je savais pas parce que je m'y intéresse pas plus que ça. Mais franchement une œuvre assez dense malgré qu'elle est petite et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce petit livre. En deuxième, alors oui, vous saurez que j'ai pas, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 7 coups de cœur, je suis quelqu'un qui est très difficile et je peux apprécier beaucoup de lectures mais pour qu'il y ait un coup de cœur il m'en faut quand même et même si je lis en moyenne une centaine de livres à l'année, c'est toujours moins d'une dizaine qui ressortent vraiment du lot en fait. En deuxième lecture que je veux vous parler, c'est Les Délices de Tokyo de Dorian Sukegawa, je crois que c'est ça, j'espère que je prononce bien son nom parce que j'ai écrit comme un porcinet. Alors ici c'était parce que j'étais pareil, donc toujours dans cette formation à l'époque, et je me suis rendu compte qu'en fait je lis énormément d'œuvres graphiques asiatiques, bon en l'occurrence japonaises plutôt, et que je m'intéresse pas à la littérature japonaise en fait, tout ce qui va être roman et tout ça, et d'ailleurs si vous suivez, vous allez voir ma copine Luli, elle en parle régulièrement, c'est quelque chose qu'elle aime vraiment beaucoup, et moi c'est pas mon truc. Et là du coup comme j'étais en stage dans une FNAC, parce que oui la formation c'était pour devenir vendeur en librairie en fait, obtenir une certification dans ce domaine là, pour tout vous dire. Et du coup, j'ai été voir une des libraires avec qui je m'entendais bien et je lui ai dit écoute, j'aimerais bien tenter la littérature asiatique et qu'est-ce que tu me conseillerais? Et elle m'a dit bah écoute, si tu veux un livre court, Laurent, elle fait moi je te propose Les Délices de Tokyo. Et je l'ai lu en rentrant chez moi, pareil, un livre assez court, mais qu'est-ce que c'était bien aussi, où on va suivre un jeune, alors je ne sais plus son nom puisque je n'ai pas le livre sous les yeux, un jeune qui travaille dans une espèce de petite boutique et il fabrique des beignets ou je ne sais plus quoi au haricot rouge. Donc vous savez que les Japonais sont friands de ce truc là. Et il vend ça pour payer ses études et tout ça, pour gagner un peu d'argent. Et jusqu'au jour où il va croiser une grand-mère qui le regarde régulièrement de sa boutique. Et va finir par plus ou moins sympathiser avec elle. Et elle va lui expliquer comment on fait vraiment cette cuisine là, comment on va cuisiner la pâte de haricots rouges et tout ça. Mais elle va tout lui expliquer, il va y avoir l'amour de la cuisine, elle va lui expliquer vraiment tout ce qu'il y a à faire, toute la recette. Point par point, elle va lui montrer, il faut faire ci comme ci, il faut faire ci comme ça, qu'il faut faire preuve de patience, parce que la dame est assez patiente. Et tout en se liant d'amitié avec elle, il va y avoir, vous savez, cette amitié intergénérationnelle entre un jeune et une grand-mère. On va découvrir également que la grand-mère est handicapée, elle est atrophiée au niveau des mains. Donc derrière ça, il va se cacher toute une histoire sur le Japon. Et franchement, une poésie, parce qu'il y a des moments où forcément il va y avoir des passages où on va parler cuisine. Mais franchement, c'était bien écrit. Moi qui n'ai pas du tout fan de cuisine ou quoi qu'est-ce. Et quand je l'ai lu, franchement, je ne me suis pas ennuyé à un seul moment. Moi, je trouve que ce qu'il y a de très intéressant dans la lecture asiatique, bon, à mon niveau, parce que je n'en lis pas assez pour être vraiment un expert sur le sujet, mais c'est la pudeur, et je trouve que la pudeur ça va donner une poésie, une dimension assez différente aux œuvres. On force pas en fait, je trouve que c'est pas forcé à la lecture, que la poésie elle vient d'elle-même, que c'est vraiment quelque chose d'assez beau en fait, et que cette amitié qui va se lier entre deux, après il y a une autre fille qui va se lier aussi d'amitié avec eux, le fait que sa patronne n'est pas forcément gentille avec ce jeune là qui tient la boutique. Mais franchement une œuvre que j'ai vraiment beaucoup appréciée et découvert des trucs aussi sur le Japon parce que même si j'apprécie les mangas en général, j'ai pas vraiment poussé mes recherches sur l'histoire du pays en fait. Et pareil,
Petit coup de cœur qui s'est manifesté sans que je demande quoi que ce soit. Et une lecture vraiment agréable. Et si vous voulez découvrir un petit peu et avez la curiosité de découvrir la littérature japonaise, faut pas hésiter. Franchement, c'est un petit livre qui se lit très bien, qui est très beau, tout en pudeur, mais très émouvant également. Après, moi j'ai été ému, mais ça a été assez intériorisé. En fait, j'ai pas vraiment eu les larmes aux yeux, mais je sens qu'intérieurement, ouais, ça m'a beaucoup ému et j'ai trouvé cette lecture qui était vraiment, vraiment sympathique. J'ai vraiment beaucoup aimé. En troisième lecture, alors là, on va changer carrément de sujet, on va partir carrément sur autre chose. C'est, je sais plus, chez un booktuber, je crois que c'est Lorraine des mots de l'imaginaire qui en avait parlé, elle m'avait assez intrigué avec cette lecture. C'est Faerie de Raymond Ifust. Donc du coup, je me suis procuré ce livre, et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est un livre d'horreur angoisse, et au final, l'auteur ici va se servir de personnages de fantasy, en fait, de tout le folklore fantasy, fantasy un peu Irlande aussi, sur toutes les légendes irlandaises. Et il va créer du coup une histoire plus ou moins d'horreur, je dirais plus d'angoisse frisson. Et pareil, un livre franchement assez mastoc, hein. C'est un livre, ouais, il doit faire 5 ou 600 pages, je sais plus exactement, mais quand je l'ai commencé, je me suis dit, waouh, la pavasse, et au final, c'est passé nickel. Donc on suit un couple qui travaillait sur Hollywood, je crois, ou dans tout ce qui est cinématographique, et qui décide de s'exiler un peu en campagne. Alors vous m'excuserez, hein, mais je sais que mes résumés vont être un peu flous, mais j'ai pas vraiment été à lire les résumés des livres, et j'essaie de me remémorer les choses, donc je reste assez basique. Après, je vous laisserai faire vos recherches vous-même si ça vous intéresse. Et du coup, ils emménagent en campagne, dans une maison entourée des bois. Donc ils ont 3 enfants, ils ont une fille et 2 garçons qui sont jumeaux, me semble-t-il. Et ils viennent habiter dans cette petite maison, mais très vite ils se rendent compte que la forêt aux alentours est assez bizarre, assez lugubre, il se passe des choses bizarres. Il y a les voisins qui les préviennent, il y a surtout un homme, je crois, qui leur dit de se méfier, qu'il y a des trucs assez spéciaux dans les bois et qu'il faut plutôt faire attention. Et petit à petit dans le livre, il va commencer à se passer des événements inquiétants, dérangeants. Et là, on va être vraiment... Moi, je me souviens d'un passage où, vous savez, pour ceux qui ont déjà lu tout ce qui est faé, que les faés dans le folklore, c'est vraiment des fées qui arrivent très facilement à hypnotiser l'être humain et à le mettre en pamoison devant eux parce qu'ils dégagent quelque chose qui fait que l'être humain est vraiment la bouche ouverte, la bave aux lèvres, et voilà, on a cette faiblesse face à eux. Et il y avait un passage dans le livre où la jeune fille, l'adolescente, se retrouve face à un faé, justement. Et toute la description de l'auteur sur la fille qui est hypnotisée, même au niveau, c'était très cinématographique, je trouvais, même au niveau des sons. J'arrivais vraiment à percevoir l'image dans ma tête, et même moi-même, j'étais limite hypnotisé par ce qu'il racontait. Mais j'ai trouvé cette histoire fascinante. Sur la fin, il se passe un petit truc qui était vraiment désarçonnant et assez bien rendu, je trouvais. Et donc il va se passer tout un petit truc. Alors, faut pas s'attendre non plus à des retournements de situation de ouf, à des scènes gore, à du sang partout. Non, ça va être vraiment un roman d'ambiance, mais que moi j'ai littéralement bouffé. Je me suis pas ennuyé un seul moment. Pourtant, il y a des temps morts, hein. Il va se passer un truc, ça va se calmer, tout ça. Mais, waouh, j'en ai pris plein la tête. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, Raymond Ifust, il est un peu spécialisé dans tout ce qui est fantasy. Là, c'est un petit peu... quelque chose de différent qu'il a fait dans sa bibliographie, mais moi j'ai adhéré de fou. Et si vous voulez un petit roman d'ambiance un peu creepy, mais allez-y, c'est super. Ensuite, je vais vous parler d'une autre œuvre qui est très connue par son film, c'est L'Histoire sans fin de Michael Ende. Donc moi j'ai découvert, comme tout à chacun, le film quand j'étais jeune. Il est sorti quand j'étais enfant, hein, dans les années 80. Et j'avais toujours entendu dire, parce qu'au début je savais pas que c'était un roman, quand j'étais gamin je faisais pas vraiment attention à ça, mais c'est vrai que c'est un film qui m'avait vraiment marqué. Et au fil du temps, je voyais des critiques de gens qui disaient ouais, le film il est bien, mais franchement le livre c'est 100 fois mieux et tout. Et là je me dis waouh, on est en train de démonter un film de ma jeunesse. Je me dis comment ce film là, moi quand j'étais gamin j'adorais de fou, et je me dis mais comment on peut dire ça, le film est vraiment incroyable quoi. Et au final, j'ai dit, bah écoutez, la seule réponse que je peux donner à tout ça, c'est que moi-même, j'ai qu'à me procurer le livre et le lire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai lu le roman, et je rejoins la totalité des gens qui le pensent. Le roman est 1000 fois supérieur au film. Le film est bien, mais le roman, c'est autre chose.
parce que le film il va assez tronquer certains passages et il y a un message sous-jacent dans le roman, plein de métaphores, plein de messages, plein d'hommages aussi, et qui n'est pas rendu dans le film. Et du coup, au final, quand tu revois le film après, il est un peu fade. Parce que dans son roman, Michael Ende, il va introduire donc ce fameux garçon, là, Bastien, qui va découvrir un monde à travers le livre, et que le livre va plus ou moins lui parler, parce qu'il va devenir carrément un personnage intégré à l'histoire, en fait, puisqu'il a l'impression qu'il y a des moments, les personnages, c'est à lui qui s'adressent à travers le livre. Et je trouve que Michael Ende, à travers ça, il a réussi à rendre hommage à l'imagination, au pouvoir de l'imagination, aux lecteurs, mais également aux auteurs. Je trouve qu'il a réussi à ces grands panels à parler de tout ça. Il y a des métaphores qui sont faites, il y a des trucs qui sont expliqués. Dedans, je sais qu'il y a un moment, il y a un message que l'histoire en fait n'est jamais finie. À partir du moment où quelqu'un va la reprendre, l'histoire va revivre. Et c'est que c'est expliqué dans le livre, parce qu'à un moment, je ne sais plus à quelle scène, il y a un truc qui se passe et on nous fait comprendre que cette scène-là, elle est déjà arrivée, mais qu'il faut la faire revivre. Ben, vous savez bien, il y a l'histoire du néant qui est là pour anéantir ce monde-là, et que s'il n'y a plus personne pour y croire, le monde va disparaître. Mais en fait, ça reprend, le livre va reprendre le premier film, et également le début du deuxième, et le deuxième film, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Mais là, ça va être beaucoup plus cohérent dans le livre que dans le film. C'est un peu différent, un peu grossier, un peu mal fait, surtout qu'il y a des scènes de fin dans le film qu'il n'y a pas dans le livre. Mais vraiment, vraiment intéressant. À travers ça, le personnage de Bastien, il va finir par intégrer le livre. Et ouais, c'est un rêve qu'on a tous, lecteurs, de pouvoir un jour ce fantasme, vous savez, qui n'arrivera jamais, mais de pouvoir se faire avaler par un livre et se retrouver dans l'univers qu'on est en train de découvrir et qu'on adore et tout. C'est quelque chose de formidable. Et j'ai trouvé que c'était super bien rendu et que ça pouvait parler autant à des jeunes lecteurs qu'à des lecteurs adultes, parce qu'il y a plusieurs sens de lecture. Et moi, j'avais l'impression d'être devenu un petit garçon quand je lisais ce livre-là, et je regrette absolument pas. Si vous avez aimé le film L'Histoire sans fin, penchez-vous sur le livre. Honnêtement, ça en vaut mais 1000 fois le coup, c'est franchement génial. Dans un autre registre, il y a 2 ans, il y avait sur le groupe de Séverine, il est bien ce livre, organisé un mois de la SF en plein été, donc au mois d'août. Et moi je lis très très peu de SF, comme je vous l'ai déjà dit, donc je me suis dit, bah écoutez, je vais me lancer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris plus ou moins des classiques de SF pour être sûr de commencer sur des bonnes bases et d'être sur des œuvres appréciées et qui ont une certaine réputation, et je me suis dit, je suis sûr de découvrir quelque chose de bien. Et du coup, j'en ai lu plusieurs, et j'ai découvert Ray Bradbury avec Fahrenheit 451. Mais également avec Chroniques Martiennes. Alors au début, Chroniques Martiennes, j'étais pas trop chaud pour le lire parce que c'était des nouvelles, et moi je me dis, les nouvelles, bon depuis j'ai changé d'avis, hein. Mais je me dis, ouais, bon, on va essayer. Donc Chroniques Martiennes, on va être sur plusieurs nouvelles au sein du récit, mais en fait les nouvelles vont plus ou moins se répondre entre elles, parce qu'il y a des personnages qui vont être au premier plan sur une certaine nouvelle et qu'on va retrouver plus loin dans une autre nouvelle, mais qui vont être en arrière-plan. Il y a toujours des échos en fait entre les nouvelles. Et c'est des nouvelles qui ont été écrites il y a super longtemps. Et j'ai trouvé le récit de nouvelles. Donc du coup, en gros, dans la première nouvelle, pour faire court, c'est les terriens qui émigrent sur Mars. Et à l'époque, il n'y avait pas encore eu toutes ces découvertes sur la planète Mars. Donc du coup, tout le monde partait à cette époque sur il y a des martiens, c'est une planète où on peut vivre et tout. On était assez mal informés sur le sujet. Donc du coup, les récits de SF et d'imaginaire s'en donnaient à cœur joie. Et du coup, à travers ça, il va y avoir des messages concernant l'écologie. Je trouvais que pour l'époque, c'était super novateur et qu'il y avait déjà vraiment des gens qui se préoccupaient de ce qui allait se passer, comme on peut le voir aujourd'hui. Il y avait aussi des messages contre le racisme. Très moderne, j'ai trouvé, que ce soit au niveau de l'écriture, parce que c'était assez poétique. Je trouve que Ray Bradbury, il a une plume qui est vraiment géniale, que j'aime beaucoup. C'est très poétique, il y a vraiment de la dénonciation, mais fait sous forme de métaphore, et je trouvais ça super intelligent. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions également, mais une œuvre que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimée. Et les nouvelles étaient vraiment... je me souviens pas d'avoir détesté plus que ça. Bon, c'est vrai que quand on lit un recueil de nouvelles, il y a des nouvelles qu'on préfère à d'autres, il y en a qu'on n'aime pas. Mais là, je trouvais qu'elles se répondaient entre elles, qu'on restait dans l'univers de Mars, mais qu'en même temps, elles étaient différentes les unes des autres. On n'abordait pas les mêmes sujets. Il y en avait qui étaient très courtes,
Il y en avait qui étaient très longues, il y en a qui étaient très imagées, mais qui laissaient un message fort derrière et que j'ai vraiment apprécié. Et c'est là que je me suis dit, waouh, Ray Bradbury, il faut que je continue. Bon, depuis, j'ai pas relu. Mais franchement, Chroniques martiennes, si vous voulez vous lancer, mais allez-y, moi j'ai passé un super moment. En avant-dernier livre, alors là on part encore sur autre chose, on part dans le young adulte. Alors vous savez que moi le young adulte ça passe ou ça casse. Mais je ne lâche pas le morceau et je sais que des fois sur du young adulte tomber sur des œuvres qui sont absolument géniales. Donc où ça va parler tant aux jeunes qu'aux personnes adultes. Et là avec ce titre là, donc Like a Love Story de Abdi Najemian. Bah, je vous mets le titre parce que je ne suis pas sûr de ce que j'ai écrit comme un sagouin. Ici on va suivre trois adolescents, alors je ne sais plus leur nom non plus. Trois adolescents, donc il y en a un qui est gay et qui le revendique, un autre qui est émigré d'un autre pays. Et la dernière est une jeune fille un peu en surpoids qui est vachement dans tout ce qui est mode et qui dessine ses propres fringues et tout. Enfin, une fille qui a beaucoup de créativité. Ça se passe dans les années 80 et c'est à cette époque-là que le sida va être déclaré et que, comme vous le savez tous, au début, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre et on appelait ça le cancer gay. Donc à travers ces trois personnages, on va découvrir le mouvement ACT UP, le mouvement pour défendre les gays. Je trouve que c'était une œuvre pareil très intéressante. Donc à travers ces trois personnages, on va avoir un adolescent qui essaie de s'affirmer en tant que gay, qui subit forcément, qui n'a pas la mentalité d'aujourd'hui puisqu'on est dans les années 80, et du coup qui va pas se démonter, qui a vraiment son caractère. Vous avez l'autre personnage donc qui est émigré et du coup lui il faut qu'il se fasse au pays, il faut qu'il se fasse aux coutumes. En plus lui-même se pense homosexuel mais ne veut pas du tout l'assumer par rapport à sa religion. Et du coup il va se mettre en couple avec la fameuse fille dont je vous parlais qui elle veut se lancer dans la mode mais elle sait qu'au niveau de son corps voilà elle est en surpoids donc elle ne correspond pas aux critères, elle est mal dans sa peau et du coup quand elle va sortir avec ce jeune là elle va se sentir mieux mais en fait le jeune homme va se cacher derrière cette relation pour ne pas avouer ce qu'il est. Pareil, une œuvre qui va aborder des sujets assez importants pour l'époque, qui va dénoncer pas mal de choses, qui va vraiment nous remettre dans le contexte de New York dans les années 80, qui était vraiment super intéressant. Émotionnellement, moi j'étais vraiment enjaillé parce que même si le sujet est grave, parce que forcément autour de ces trois personnages vont graviter d'autres personnages, il y en a un qui va être atteint du sida, donc il y a des moments qui sont très tristes, très prenants. Et malgré même l'ambiance, vous savez, comme le fait qu'on va mettre ça quand le sida c'est le cancer gay, que ça commence à faire peur à tout le monde, donc il n'y a plus vraiment de relations qui commencent à se faire entre les homosexuels, que ce soit surtout hommes. Et du coup ça fait peur à tout le monde. Et tout le monde craint, donc du coup le jeune homme dont je vous parlais qui veut cacher son homosexualité, lui-même n'ose pas le vivre aussi à cause de la crainte du sida quoi. Et malgré tout ça, ça peut être assez angoissant, assez dramatique dans l'histoire, il y avait quelque chose qui était qui donnait de l'espoir, une folle envie de vivre. Et moi, quand je suis sorti de ce roman, j'avais vraiment le smile. En plus, il y a le petit clin d'œil qui est fait, Like a Love Story, c'est pour Like a Virgin, parce que tout le roman, il va être parsemé il va être mentionné les chansons de Madonna. Et qu'elle va être là un peu l'image un peu pour rester positif, elle va devenir un peu ce porte-parole au moment donné. Après malgré qu'elle ait pu transgresser en faisant des trucs qui ont pu choquer et faire le buzz, elle a quand même apporté une certaine visibilité à certaines communautés et franchement c'était vraiment bien. Je trouve que pour du young adulte, et pourtant c'est dommage parce que c'est un livre qu'on n'a pas forcément beaucoup vu passer et qui était vraiment intéressant je trouve, et l'auteur je ne sais pas si depuis il a écrit autre chose, je ne me suis pas renseigné. Et d'ailleurs le personnage qui se cache derrière sa relation hétérosexuelle pour cacher son homosexualité, il s'est inspiré beaucoup de sa vie personnelle à lui. Alors malheureusement je vous mettrai peut-être sur l'écran, je ne sais plus du tout la nationalité et de quel pays il vient. Parce que oui, Laurent prépare une vidéo à moitié, donc j'avais préparé plein de trucs et j'ai carrément pas pensé à relire les résumés des livres. Parce que je les ai encore, hein. Je sais que moi mes coups de cœur je les garde, mais c'était je ne sais où. Enfin bref, je vous donne une vague idée, je pense que vous irez faire vos recherches. Je préfère vous amener, au lieu de vous raconter toute l'histoire, vous amener mon ressenti personnel vis-à-vis de ça.
Et pour la dernière lecture, alors celle-ci je l'ai faite durant le Black November, donc du coup de l'année dernière. Une lecture qui avait été conseillée par Séverine, lui encore Séverine. Et c'est La Mort des Bois de Brigitte Aubert. Et par contre un livre pareil où j'ai pris une claque dans la tête. Alors je lis pas énormément de thrillers comme je vous l'ai déjà dit, mais je sais que le Black November c'est le moment où au mois de novembre je ne lis que ça. Il faut vraiment que je change cette habitude chez moi parce que j'en lis pas beaucoup et au final je me rends compte que j'adore ça quoi. Donc c'est vraiment dommage de partir sur d'autres choses alors que je pourrais être un peu plus diversifié comme j'ai cette chance, je trouve que c'est une chance de cette chance de pouvoir lire plusieurs genres littéraires. Je sais qu'il y en a certains, ils ne peuvent pas, ils peuvent lire qu'un genre ou deux. Et moi c'est vrai que je suis assez éclectique là-dessus donc ça ne me gêne pas. Et ici, avec La Mort des Bois, Brigitte Aubert, elle a l'audace quand même de prendre pour héroïne principale une personne qui est lourdement handicapée suite à un attentat. Donc elle est en fauteuil roulant, elle est muette, elle est aveugle, elle est carrément paralysée de tout le corps, elle ne peut bouger que son index. Elle est en fauteuil roulant, elle est toujours accompagnée d'une personne qui s'occupe d'elle au quotidien. Jusqu'au jour où il y a une petite fille, je crois, qui se rend dans un supermarché, donc la personne qui l'accompagne, vu qu'elle ne peut pas se déplacer d'elle-même, fait les courses, elle la laisse dans un coin en attendant pour la faire patienter. Parce qu'après, l'héroïne, elle entend quand même. Et il y a une petite fille qui s'avance auprès d'elle et qui lui dit il y a la mort dans les bois et qu'il y a des petits garçons qui se font enlever, tout ça. Et elle va commencer à se poser différentes questions. Et avec ce personnage qui est lourdement handicapé, elle arrive à en faire une héroïne de son roman. C'est vraiment une expérience de lecture où ça va faire appel à tous les sens. Et je trouve que le fait que le support ce soit un livre était formidable. Parce que quand on lit un livre, on est obligé de faire confiance à l'auteur et à son histoire. On est un petit peu enfermé, vous savez. Comme cette personne-là qui, suite à un attentat, du coup, se retrouve lourdement handicapée et enfermée, prisonnière de son propre corps. Et nous, le lecteur, on est prisonnier de l'histoire et prisonnier du livre. On ne lit et on ne voit que ce que l'auteur nous en dit. Et là, on va tout vivre à travers ce personnage féminin. Et c'était vraiment très angoissant, très anxiogène, mais tellement prenant où le criminel, le tueur va venir jusqu'à lui susurrer à l'oreille. Il va lui dire des choses et elle ne peut rien faire. À un moment, elle est allongée en pleine nuit, elle sent des mains sur elle et elle ne peut absolument pas bouger. Donc je trouvais que c'était très prenant, il y avait une tension assez forte dans ce roman jusqu'à la révélation finale. Bon, la révélation finale, je trouve qu'elle arrive un peu d'un bloc. Et c'est ce qui me gêne des fois dans les romans policiers, c'est qu'on nous fait tenir en haleine tout le long. Là, franchement, l'attention, elle est là à son comble, hein, le suspense et tout. Hein. Mais on nous a tout amené, mais d'un seul coup, et faut digérer la chose. Mais ça n'empêche que c'est resté pour moi un coup de cœur absolument génial. Je dis pas que je le relirai, mais je sais pas si j'arriverai la deuxième fois à avoir autant de plaisir et de tension que la première fois, parce que je trouve qu'un roman policier, une fois qu'on connaît le tueur, c'est un petit peu moins intéressant. Mais franchement, une lecture absolument géniale. Si vous voulez un roman thriller, surtout thriller, qui vous désarçonne un peu, mais allez-y et vous allez voir les faux semblants et tout. Ce livre, c'est un coup de maître, c'est vraiment génial. Donc voilà. Donc j'espère que je suis resté assez flou, j'espère que ça vous plaira. Je suis désolé, je me suis un peu lancé dans le bain de façon improvisée. Hein. J'ai pas lu les résumés, j'ai vraiment voulu prendre... puis c'est des livres que je n'ai pas lus avant de vous en parler, bien évidemment, parce que j'ai lu il y a pas longtemps. Mais qui m'ont vraiment touché, vraiment marqué. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu plusieurs choses assez différentes. Mais je pense que sur l'année 2020, c'est vraiment les livres qui sont ressortis qui m'ont vraiment plu. Et du coup, je pense que d'ici la fin de l'année, je referai la même chose, mais pour mes coups de cœur de cette année. Ben, dites-moi si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, les livres de cette année ou de l'année d'avant, peu importe, qui vous ont vraiment plu, et j'essaierai de les noter, parce que dernièrement, j'en ai parlé avec Adeline de la chaîne Bullish Bookish, et je lui avais dit en commentaire qu'il faudrait que je note. C'est vrai que vous me demandez, c'est moi qui vous le demande à la base, de me dire ce que vous voulez que je lise en priorité pour vous en parler. Donc on m'a déjà donné quelques titres, mais j'ai pas pris le temps de les noter, donc il faudrait que je regarde les commentaires sur YouTube et que je les marque et que j'essaye. Au fur et à mesure des bilans de lecture, je pourrais glisser à chaque fois un livre que vous avez vraiment envie d'avoir un avis. Alors je dis pas que mon avis c'est le meilleur au monde, hein, ça reste mon avis propre. Hein. Mais faire ça, faut vraiment que je fasse ça. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop confus et que vous avez réussi à avoir une idée. Ou même j'espère, le must ce serait que j'ai réussi à provoquer chez vous l'envie de lire un de ces livres. Également, j'en profite pour remercier
tous les gens fidèles qui sont là à chaque vidéo, qui laissent toujours un petit commentaire, alors que ce soit une petite phrase ou plus. Franchement, je vous remercie beaucoup. Ça me motive à continuer et c'est vraiment cool, vous êtes les meilleurs. Allez, je vous dis à plus tard. Salut.